Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, le Centre pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique de la CEDEAO tient depuis ce matin sa 11e réunion avec les institutions focales nationales du CEREC. Au cours de cette rencontre de 4 jours, il sera question de renforcer la collaboration entre cette institution de la CEDEAO qui fait la promotion de l'énergie renouvelable et les institutions focales nationales des États membres. Le compte rendu est signé Boubacar Amadou et Ablaziz Jibrila. Au Niger. Monsieur le président de la CEDEAO 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 au Niger. Monsieur le président de la Il s'agira également président de la CEDEAO le 7 juillet dernier et coïncide avec le 13e anniversaire de l'institution. Elle a pour objectif de renforcer la collaboration entre le CEREC et les institutions focales nationales afin de préciser les besoins d'accompagnement des pays et de faciliter la mise en œuvre des différents programmes et projets dans les États membres. au cours de cette réunion, une série de présentations sera opérée sur plusieurs sujets. Je peux citer entre autres le rapport d'activité 2022, le plan stratégique 2023-2027, ainsi que le plan de travail 2023. Il s'agira également d'effectuer l'état d'avancement des différents plans d'action nationaux d'énergie durable. Cette réunion vise également la validation des rapports annuels sur les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans la région CEDEAO pour les années 2021 et 2022. L'accès à l'énergie pour tous à l'horizon 2030 commande de conjuguer nos efforts au niveau international, régional et au niveau national. Le CEREC, en ce sens, constitue un maillon essentiel grâce à sa vocation régionale qui lui permet d'agir tant sur le plan international, mais également au niveau de chacun des États membres de la CEDEAO. La mission que s'est donnée le CEREC cadre avec les orientations et les objectifs de la GIZ qui appuie ses partenaires dans cette institution de la CEDEAO dans le cadre de son programme Promotion des marchés électricité respectueux du climat dans la région ouest africaine. Le PROMERC, dans sa première phase de 2018 à 2021, a soutenu le SOREC dans l'amélioration de la gouvernance du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, à Bossier. Beaucoup de réalisations ont été faites dans, entre autres, le développement de 3 stratégies régionales d'énergie renouvelable, notamment solaire, éolienne et hydraulique, dans le cadre du corridor des énergies renouvelables de l'Afrique de l'Ouest. L'assistance technique dans 7 pays, dans 7 États membres, dans l'élaboration des mesures et instruments d'améliorer l'environnement favorable aux énergies renouvelables connectées au réseau et hors réseau dans les États membres de la CEDEAO. De sa création à cette date, le CEREC a à son actif plusieurs réalisations dans le développement des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de l'élaboration de documents stratégiques ambitieux, parmi lesquels les politiques régionales d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de bioénergie et d'intégration du genre de l'accès à l'énergie. Adoptés par les instances politiques de la CEDEAO, ainsi que plusieurs programmes et projets régionaux et nationaux d'énergie durable et de renforcement des capacités au bénéfice des États membres. Le but ultime de cette réunion est de développer une feuille de route CEREC Institution Focale Nationale 2023-2027 intégrant le développement d'un pipeline des projets d'énergie durable. Au terme de l'ouverture de la réunion,
Le directeur exécutif du CEREC et ses collaborateurs étaient face à la presse à travers une conférence sur l'adoption de la politique hydrogène vert et bien d'autres questions relatives aux objectifs du Centre pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique de la CEDEAO CEREC. Après la levée du sanction qui a entraîné la perspective de la révision du code électoral et le Conseil national de dialogue politique CNDP par la voix de son secrétaire permanent a jugé utile d'apporter des précisions sur la question. Selon Garbayaya, dit José, les spéculations qu'il y a eu sur cette affaire ne sont que des affirmations gratuites. Il a été joint au téléphone par Sidi Kouarouna. Comment proposer, et pour un parti, s'il veut participer à toutes les élections, il lui faut près d'1,5 milliard. Après plusieurs réactions au sujet de la perspective de révision du code électoral, mais aussi après plusieurs déviations et autres dérapages, le CNDP, principal instigateur des modifications, a cru bon de remettre les pendules à l'heure. M. Yahya Garba, secrétaire permanent du CNDP, revient sur la genèse même de ce processus, en levant déjà un coin de voile sur les articles dont il est question au niveau du code électoral et sur les raisons pour lesquelles une modification s'impose. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de propositions de modifications qui ont été portées au code électoral. Alors, voilà. D'ailleurs, le code électoral, avant, c'était une seule loi. C'est dans un seul document appelé code électoral. Maintenant, vous avez vu, c'est éclaté en deux. C'est éclaté en deux. Avant-projet portant création de la CENI, portant création, attribution et fonctionnement de la CENI, et un avant-projet portant sur les différents régimes des élections. Ça veut dire élections locales, élections législatives, élections présidentielles et référendaires au Niger. Il faut réviser le code électoral. Parce que c'est une tradition comme ça. Chaque fois qu'il y a un processus électoral, il y a toujours des réflexions pour améliorer le code électoral, pour améliorer même le système électoral. Parce que pour avoir exercé ou pratiqué les textes, le code électoral, on se rend compte à certains niveaux qu'il y a des problèmes. Et on fait des gymnastiques souvent avec le CNDP pour contourner, pour faire face à ces difficultés. Donc après les élections, on s'assoit, on fait ce qu'on appelle évaluation du processus électoral. On a fait ça en 2016. Et après cette évaluation, on corrige partout où la loi a des problèmes. Pour le secrétaire permanent du CNDP, les acteurs politiques qui déblatèrent sur la question ne doivent pas se faire des inquiétudes à propos des travaux du comité technique, en ce que, in fine, il appartient aux partis politiques d'entériner les propositions du dit comité. Et il y a eu quand même beaucoup d'articles dont des propositions ont été faites pour leur modification. Mais je voudrais m'appesantir sur un aspect qui fait beaucoup de débats. C'est au niveau des frais électoraux. À ce niveau, c'est vrai, le comité a proposé le rehaussement des frais électoraux. J'ai vu, ça provoque beaucoup de débats, parce que de 25 millions, le comité a demandé, par exemple, le présidentiel, d'amener ça à 200 millions. Alors, après, ça fait beaucoup de débats, et c'est tout à fait normal. Mais en réalité, au niveau des partis politiques, ça ne doit pas les émouvoir. Parce que les partis politiques, eux, ils savent que c'est eux qui ont les derniers mots. Tous, mais ça, ce ne sont que des propositions d'un comité technique qui n'est même pas le comité des partis politiques. Parce qu'au niveau du CNDP, il y a une tradition, souvent, on met en place un comité paritaire des partis politiques. Cette fois-ci, ce n'est pas encore un comité paritaire des partis politiques. Peut-être on va en créer avant d'aller à la réunion du CNDP, ou bien peut-être on va aller directement à la réunion du CNDP avec ces textes. Mais toujours est-il que les partis politiques qui participent aux réunions du CNDP, ils savent très bien que c'est les partis politiques qui décident. C'est eux qui ont le dernier mot. Il n'y a pas lieu donc de s'inquiéter, assez le secrétaire permanent du CNDP et toute velléité de leur part d'écarter des partis politiques des compétitions électorales à venir, l'affabulation et des purs fantasmes destinés à provoquer ni plus ni moins que l'indignation du public. Du reste, selon lui, le mandat que le comité a reçu du dernier CNDP ne concerne pas seulement le code électoral. Plusieurs autres points sont inscrits, comme le financement des partis politiques ou la charte des partis politiques.
Lancement des travaux de construction demain par le président de la République d'une double voie en cours du rond-point Tellois jusqu'à la route Filengue. Les riverains et les conducteurs des transports urbains se réjouissent de ce projet d'aménagement. Le reportage est signé Samira Issa Mega. Nous sommes plus que contents de la construction d'une double voie. Ça va nous permettre de traverser sans perdre de temps. C'est une bonne nouvelle pour nous, habitants du quartier Niamey 2000. Ça va nous permettre d'avoir facilement des taxis. Il prévoit également des cassis pour éviter que les automobilistes roulent à vive allure sans respecter le code de la circulation routière. C'est le sentiment que ressentent les riverains du quartier Niamey 2000 face à la construction d'une double voie menant du rond-point Talois jusqu'à la route Filingi. Abdoulaye et Sidoukou, tous deux conducteurs de Faba, apprécient ces travaux qui, selon eux, amèneront une solution pour les embouteillages et faciliteront les transports des clients. La double voie va nous amener un grand changement, surtout au niveau de l'embouteillage. Ça va vraiment permettre la fluidité de la circulation. 18h, 20h, 21h, c'est vraiment une solution pour la fluidité de la circulation. Mais également une solution pour permettre aux élèves et fonctionnaires d'être à l'heure. Pour rappel, le 15 juin dernier, un accord de prêt pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des voies de la ville de Niamey a été signé entre la Banque ouest-africaine de développement et le gouvernement nigérien, d'un montant principal de 30 milliards de francs CFA. La route Niamey 2000 fait partie sûrement de ce projet, dont le lancement officiel sera fait demain sous le haut patronage du président de la République et du ministre de l'Équipement. Depuis ce matin, des épreuves pratiques en informatique du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2023. 5 sites de la région de Niamey, dont 4000 candidats au plan national. Le compte rendu est signé Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. Les candidats aux examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2023 sont face aux épreuves pratiques informatiques. Ici à Niamey, le coup d'envoi de ces épreuves a été donné par le premier responsable de l'OBEX qui a tenu à prodiguer des conseils aux différents candidats. Prenez très au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Prenez très au sérieux cette épreuve pratique et bien sûr toutes les autres épreuves. Pour cette épreuve pratique, donc, disais-je, prenez également les choses très au sérieux. C'est extrêmement important dans le cadre de votre formation. Ce n'est pas du tout une période au rabais, une épreuve, disons, au rabais. C'est une épreuve qui est de la plus haute importance. Pour cette édition 2023, ce sont 4665 candidats, dont 1714 filles qui passeront ces examens pratiques informatiques et les travaux en atelier qui débuteront le 1er août prochain. Quant aux épreuves écrites du BTS d'État, elles se dérouleront le lundi 7 août 2023. La saison de pluie rime avec l'insalubrité environnementale accompagnée d'une recrudescence de pathologies. Ce matin, une de nos équipes s'est entretenue avec Dr Abdrahim Mamadou pour en savoir plus sur les conséquences et les précautions à prendre. Le reportage est signé Oussena Hassoumi et Mamadou Jory. L'obstruction des caniveaux, surtout non fermés qu'ils soient au bord du goudron ou non, la stagnation des eaux, les ordures ménagères, sont des faits visibles dans beaucoup de quartiers de la ville en cette saison pluvieuse. Une promiscuité avec l'insalubrité qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Les plus fréquentes auxquelles ça nous expose, c'est d'abord le paludisme.
On sait que le paludisme est causé par l'anophèle femelle et les moustiques se développent dans ces eaux stagnantes. Et une fois qu'ils se développent dedans, lorsqu'ils viennent chercher leur repas quotidien, qui est le sang humain, donc en piquant l'être humain, ils vont puiser de son sang. Et au moment où ils puisent le sang humain, ils vont y laisser le plasmodium. En dehors de ça, les enfants qui vont jouer dans notre communauté, ils vont aller dans ces eaux stagnantes pour se baigner. Et en se baignant dans ces eaux, le plus souvent, ils inhalent le contenu. Et dans le contenu, je l'avais dit tantôt, il y a énormément de microbes qui vont causer beaucoup de maladies. Et en les inhalant, ça va causer essentiellement des maladies de type diarrhéique, de type de troubles digestifs, à type de nausées, de vomissements, de diarrhée, souvent de constipation, et qui, s'ils ne sont pas très vite pris en charge ou correctement pris en charge, peuvent déboucher sur des complications qui peuvent même aller vers une péritonite, une occlusion qui va occasionner ou imposer une intervention chirurgicale. Pour se prémunir, la création d'un environnement salubre s'impose selon Dr Abdurrahim Mahamadou. Par rapport aux eaux pluvieuses, il faut qu'on fasse des canalisations. Il ne faut pas qu'on fasse en sorte que juste l'eau sorte de la maison, même si ça va venir se stagner à la devanture de notre maison, on pense qu'on est épargné. Alors que non. Tout ce qui est autour de notre maison nous expose parce que ça va finir par rentrer dans nos maisons. En dehors de ça, il faut savoir les eaux sales que nous produisons à travers les travaux ménagers. Il faut savoir les mettre dans les caniveaux et éviter de mettre les déchets solides dans les caniveaux parce que ce sont les déchets solides qui vont faire en sorte que ça va stagner dans le caniveau parce que ça crée un blocage et ça va empêcher à l'eau sale de couler normalement pour s'évacuer. Donc le deuxième élément, c'est de faire le désherbage autour des maisons parce que dans les herbes également, c'est des lieux par excellence où les moustiques vivent et se multiplient. Donc si on fait le désherbage, ça va nous permettre également de nous débarrasser des moustiques. En dehors de ça, il faut créer, comme je l'avais dit tout à l'heure, un environnement hygiénique à l'intérieur des maisons et au-delà, savoir faire porter aux enfants des habits qui vont couvrir le corps en entier. Pour lutter contre l'insalubrité environnementale en cette période, la contribution de tous s'avère nécessaire selon toujours Dr Abdurrahim. Il en appelle aussi aux agents de santé le respect de l'éthique et de la déontologie de leur profession pour une prise en charge des patients à travers le bon accueil et la sensibilisation sur la prévention. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés sur Bonferré. Le monde sera à votre portée. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée à tous. Au revoir.